Bonjour tout le monde, The Amazing Spider-Man, reboot de la saga Spider-Man après les 3 films de Sam Raimi. Avant de parler de The Amazing Spider-Man, qu'est-ce que je pensais de Spider-Man tout court? Si vous avez vu la critique du Dark Knight Rises, vous devez déjà être au courant, je suis pas un gros fan de comics, et les Spider-Man avaient pour moi quand même un gros aspect comics pour lesquels j'avais un petit peu de mal. J'aimais beaucoup le Spider-Man de Tobey Maguire, je trouvais qu'il était pas trop mal dans ce rôle-là. Je suis pas extrêmement familier avec le personnage de Spider-Man, mais je trouvais que ce personnage un petit peu du quotidien, un petit peu de tous les jours, pas forcément le pur beau gosse, avec les problèmes de sa vie, était plutôt bien interprété. J'aimais beaucoup Kirsten Dunst dans le rôle de Mary Jane Parker. Je crois que c'est pas Mary Jane Parker. Je suis en train de dire n'importe quoi. Bon, Mary Jane en tout cas. Et donc c'était assez intéressant. Les 2 premiers étaient pas trop mal. Le 3e commençait vraiment à être lourdingue. Disons que les effets commençaient vraiment à passer. Je me souviens en particulier il y a toujours eu un plan devant un drapeau américain dans les Spider-Man. Généralement, ça passait, c'était assez discret. C'était dans le champ. On savait que c'était fait pour être vu, mais ça restait discret. Dans le 3e Spider-Man, il y avait un plan où il était quasiment debout avec le drapeau qui flottait derrière, qui faisait la taille d'un immeuble de 15 étages. Enfin, c'était assez ridicule. Et surtout une sous-exploitation assez incroyable du personnage de Venom, qui est mon personnage préféré et qui est le personnage préféré de beaucoup de personnes dans Spider-Man. Déjà, je n'ai jamais compris pourquoi le personnage qui se faisait infecter par Venom n'était pas le cosmonaute que Mary Jane avait failli épouser dans l'épisode 2. Je n'ai absolument jamais compris, c'était quand même le truc ultra logique, et ils sont pas partis là-dessus. Alors j'ai vraiment pas compris pourquoi ils avaient pris un autre personnage. Le fait en plus de mélanger, parce qu'il y a 2 ou 3 méchants je crois en même temps, il y a l'homme des sables aussi, et puis je me demande s'il n'y en a pas un 3e quelque part. Le bouffon vert, le fils du bouffon vert. Donc voilà, j'avais eu pas mal de problèmes avec le 3, qui pour moi n'était pas aussi bon qu'il aurait pu l'être. The Amazing Spider-Man, du coup, j'en attendais quand même pas mal parce que c'est Mark Webb qui a un nom approprié pour réaliser un film sur une araignée, mais qui a surtout réalisé 500 jours ensemble, qui fait partie de mon top 10 des meilleurs films que j'ai vu de ma vie. Et j'étais très curieux de voir le changement, comment il s'adaptait au changement, étant donné que 500 jours ensemble était quand même un film extrêmement personnel, basé vraiment sur ses expériences à lui, et passer du coup à une licence telle que The Amazing Spider-Man, licence extrêmement connue, un peu casse-gueule sans doute au niveau des réactions des fans, et puis quelque chose qui pouvait sans doute un petit peu moins triturer comme il le voulait. J'étais vraiment curieux de savoir ce qu'il allait en faire. Il a fait un film plutôt bon, majoritairement bon. On va dire qu'il est extrêmement bon à 90%. Peut-être pas. Il est extrêmement bon à 80%. Il est bon à 10%. Et il est médiocre à 10 autres %. J'y reviendrai un peu plus tard. Qu'est-ce que je peux dire? Le film est assez prenant. Le film est intéressant. Il démarre un arc qui doit raconter l'histoire des parents de Peter Parker, qui est quelque chose qui n'a pas été fait dans les films d'avant. Qui, a priori, elle n'a pas trop été abordée dans les comics, de ce que j'en ai entendu. Donc un arc qui va être développé sur 3 films. L'un des gros problèmes pour moi du film, c'est essentiellement que c'est un reboot, et que un reboot à peine 5 ou 6 ans après le dernier Spider-Man, c'était vraiment trop tôt. Je crois que ce qui s'est passé, c'est que Sam Raimi était parti pour faire le 4, et que les studios devaient soit en avoir marre de sa vision du truc, soit il devait commencer à avoir des exigences un peu spéciales. Je sais pas exactement comment ça s'est passé, j'invente des motifs qui me paraissent plausibles. Toujours est-il que les producteurs ont voulu se débarrasser de Sam Raimi, et que le casting a été derrière Sam Raimi et a dit si Sam n'est pas là, on n'est pas là non plus. Donc ils se sont retrouvés à recaster d'abord Spider-Man, donc Andrew Garfield à la place de Tobey Maguire. Tobey Maguire d'ailleurs était extrêmement fair-play, avait envoyé un message de soutien à Garfield pour l'encourager à prendre du muscle pour le personnage. Et donc changement de réalisateur également. Et donc reboot complet en partant sur l'histoire de The Amazing Spider-Man, qui est l'un des reboots de la saga. Les acteurs sont tous excellents.
Il y a pas un seul acteur qui est en dessous des autres. Que ce soit Garfield, que ce soit, je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs cette nana, celle qui joue Gwen Stacy. J'ai perdu son nom, mais alors cette nana fait absolument tous les films qui sortent en ce moment. Elle a enchaîné, je crois, 7 ou 8 films l'année dernière. Une espèce de bourreau de travail absolument dingue. Et son nom m'échappe complètement. Dommage. Qui avait joué dans Zombieland, je crois. Donc c'était qui est vraiment très très bien dans le personnage de Gwen Stacy. Qui est enfin, par rapport aux anciens, une nana intelligente. C'est-à-dire que dans les anciens, je veux dire que ce soit Tante May, Mary Jane ou tout le bordel, leur principale caractéristique c'était de se faire kidnapper, de hurler et machin. Elle a des couilles, des vrais, et quand il y a du danger, elle fonce dedans, elle a pas peur quoi. Donc au moins c'est pas une espèce de chochotte insupportable comme les anciennes. Martin Sheen qui joue le oncle Ben est vraiment excellent également. Je ne sais plus qui joue Tante May, mais elle était très forte et très très bonne également. Le principal ennemi, donc l'homme lézard, le personnage l'acteur est bien. Le personnage, c'est là qu'on va commencer à rentrer dans les défauts. Le personnage n'est pas très bien développé à mon goût. Ses objectifs sont toujours assez flous. Je trouve qu'on comprend pas trop son arc. Pourquoi est-ce qu'il devient un antagoniste? Quel est son trouble mental? Pourquoi est-ce qu'il est comme ça? Est-ce que c'est la mutation qui l'a affecté? Est-ce que c'est lui-même qui a cette idée-là? Il y a un moment où il est sous-entendu qu'il est plus ou moins une double personnalité comme le bouffon vert du premier Spider-Man, ce qui me paraît un peu étrange. Est-ce que ce serait la personnalité de l'ADN reptilien? Bof. Pour moi c'est le premier défaut du film, c'est que l'ennemi est très peu construit. Les ennemis des anciens Spider-Man étaient très très bien construits, que ce soit Norman Osborn ou que ce soit alors je sais plus comment il s'appelle, mais le scientifique le Docteur Octopus, je crois, c'est son nom, avec ses tentacules qu'il contrôlait et tout, qui était absolument génial comme principe. Les ennemis étaient vraiment avec des très fortes personnalités et on pouvait s'en approcher, on pouvait les comprendre un petit peu. Et je trouve que là c'est pas vraiment le cas du Lizardman, parce que il y a un truc qui va pas, il manque certaines expositions certainement. Il manque de la préparation, il y a un truc qui va pas avec ce personnage là en tout cas. Un truc aussi que j'ai pas compris, c'est pourquoi est-ce qu'on voit pas Norman Osborn justement dans celui-ci. Il y a une espèce de, manifestement ils ont pas casté d'acteurs pour jouer Norman Osborn, et on a un espèce d'Indien qui joue son bras droit et qui nous explique que Norman est en train de mourir et que il faut que le Lizardman, je sais plus le nom du médecin de base, trouve son remède le plus vite possible. J'ai pas compris l'intérêt de le rendre malade et lui donner un homme de main plutôt que de caster tout simplement un nouvel Norman Osborn. Peut-être que du coup il se réservait pour le deuxième film et qu'il attendait de caster le méchant qui convenait en accord avec ce qui avait été écrit dans le scénario pour le second film. Étant donné qu'ils ont déjà planifié l'histoire des parents, ils auraient aussi pu planifier l'histoire de Norman dès le premier film et l'intégrer dès maintenant plutôt que de lui mettre un bras droit et le laisser dans l'ombre constamment, quoi. Donc je trouve que c'est assez dommage au niveau de Norman. Quoi d'autre? Le fait que ce soit un reboot aussitôt fait que on a un sentiment de déjà vu sur certaines scènes qui les rend un peu moins intéressantes. Je pense bien évidemment à la mort de l'oncle Ben, il y a un critique sur internet qui a dit on aurait à la limite pu passer, étant donné que l'histoire de l'origine de Spider-Man elle-même est quasiment la même à chaque fois, on aurait pu passer outre la mort d'oncle Ben et la morsure. Limite y faire allusion dans un flashback. Enfin, flashback encore, ça fait un peu cliché, mais peut-être survoler ça rapidement ou je ne sais pas, remontrer ça à un moment ou à un autre, un cauchemar peut-être, ou quelque chose dans ce genre là. Je pense qu'il y avait beaucoup d'autres moyens, on pouvait passer outre, voire même ne pas en parler du tout, ou enfin juste l'évoquer comme ça rapidement. Je suis pas sûr qu'il était nécessaire de remontrer à nouveau la mort de l'oncle Ben. Je pense que la scène était
elle peut pas être de trop, c'est pas possible qu'elle soit de trop, mais il y avait un truc qui était voilà qui passe assez mal. Et donc je pense que c'est un des principaux défauts du film. Mais c'est pas un défaut en soi, si vous voulez. C'est un défaut par rapport aux films qui ont été faits avant et du reboot. Mais en soi, dans le film, ça marche très très bien. Si vous montrez ça à quelqu'un qui n'a jamais vu un seul Spider-Man, ça va parfaitement marcher. Si vous avez déjà vu les 3 Spider-Man d'avant, vous allez avoir un sentiment de ouais bon ça va, on connaît l'histoire quoi. J'ai trouvé le nouveau Spider-Man assez intéressant. Il est très moqueur. On le voit dans la bande-annonce où il se met à se moquer du voleur de voiture. C'est oh mon dieu, ma seule faiblesse, les tout petits couteaux et tout. Voilà, il est assez moqueur. Il est un peu pédant, un peu péteux. Et c'est assez intelligent de l'avoir rendu comme ça. Apparemment, il est censé être comme ça dans les comics, donc c'est vrai que c'est intéressant de l'avoir exploité maintenant. On se demande pourquoi ils l'ont pas trop fait dans les 3 premiers Spider-Man. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Alors, il y a des scènes, il y a une scène qui est absolument ridicule. Et je trouve que c'est vraiment dommage qu'il l'ait mis parce qu'elle prend 5 minutes de film et on aurait très facilement pu la retirer. C'est une scène qui se déroule quasiment à la fin du film. Je peux vous la raconter parce que ça ne vous spoile pas l'histoire. En elle-même, c'est une séquence d'action. Je sais pas si vous vous souvenez, dans le premier aussi, je crois, ou dans le deuxième Spider-Man, dans le premier, c'était avec le bouffon vert, il y avait une scène où les New-Yorkais aidaient leur Spider-Man, puisque Spider-Man c'est le symbole de New York qui reprend ses droits et qui est patriote après le 11 septembre. Et donc il y avait une scène où Spider-Man était un petit peu en difficulté et les New-Yorkais prenaient des morceaux de débris, des morceaux de béton, des rocs, des gens genre là, et se mettaient à caillasser le bouffon vert avec pour défendre Spider-Man, qui était leur héros qui les défendait. Ils avaient plus ou moins fait la même chose dans le deuxième avec la scène du métro, où les New-Yorkais l'aidaient aussi à un moment où il était mal en point. Ils ont voulu le refaire dans celui-ci, et ça ne passe pas du tout. Il se trouve que à un moment du film, Spider-Man sauve l'enfant de quelqu'un, ce qui permet de lancer la réplique du film de super-héros, c'est qui es-tu? Je suis Batman, je suis Spider-Man, je suis Superman, je suis Kick-Ass, etc., etc. Et c'est très bien. La scène en soi comme ça pouvait très bien passer, ça marchait. Sauf qu'à la fin, Spider-Man est un peu en difficulté et un hélicoptère de journalistes suit l'action depuis les airs. Le journaliste est probablement le mec le plus renseigné du monde, c'est-à-dire qu'il a les mêmes infos que le réalisateur quasiment, c'est-à-dire ah oui, alors Spider-Man veut aller de tel endroit à tel endroit, il va passer par ici, et manifestement il est mal en point. Et le père du gosse voit ça à la télé et se dit putain, il faut que j'aide Spider-Man parce qu'il a aidé mon gosse. Ce mec est conducteur de grue et ce mec contacte la confrérie des conducteurs de grue de New York de la 5e avenue. C'est la 6e ou la 5e? Je crois que c'est la 6e. Et dit à tous ses potes de la 6e avenue qui sont encore dans leur grue à 23h. Alors, c'est vrai que les ouvriers travaillent assez tard, mais enfin là, il est quand même nuit bien noire. Probablement aux alentours de minuit. Je suis pas sûr que tous les ouvriers bossent dans leur grue jusqu'à minuit. Et le mec leur dit, les mecs, on est tous extrêmement solidaires entre nous. Spider-Man a besoin de mon aide parce qu'il a aidé mon fils. Je veux que vous mettiez toutes vos grues perpendiculaires à la 6e avenue afin qu'il puisse avancer. Et les mecs en 2 minutes sont en haut de leur grue, le levier en main, habillés comme il faut, et ils mettent leur grue perpendiculaire à la 6e avenue. Et du coup, quand Spider-Man trébuche, se retrouve sur un toit et tout, il lève la tête et là, il y a une espèce de grande musique américaine avec les violons, les chœurs, les oh, et il lève la tête et il voit toutes les grues qui sont alignées devant lui pour aller au machin. Ah, ça ne passe pas. Mon esprit n'est pas capable d'accepter cette scène. Il la refuse en bloc. Ce n'est pas. C'est surtout qu'il pousse le ridicule jusqu'à faire que
Spider-Man se lance une toile. Ah oui, d'ailleurs, il a les gadgets, hein, cette fois-ci, c'est pas des vrais lance-toiles. C'est un truc qui se fabrique lui-même avec des trucs d'Oscorp. Et il lance sa toile, il loupe la grue, et il se casse la gueule et donc tombe du cadre. Donc on a un cadre vide avec les immeubles en fond, la nuit, tout ça, et Spider-Man tombe du cadre. Et réapparaît d'un seul coup, au bout de quelques poutres métalliques suspendues à la grue du papa. Et c'est lui qui a rattrapé Spider-Man avec sa grue. Non! C'était tellement bien jusque-là, pourquoi est-ce que tu as mis cette scène? Quand je vous dis, il y a 10 minutes, il y a 10% de médiocres, les 10% de médiocres, c'est ça. C'est cette scène-là. C'est la scène qui ne va pas. S'il y avait une scène à retirer du film à l'editing, c'était celle-ci. Il pouvait se traîner la patte jusqu'au building d'Oscorp sans problème, ça passait. Mais non, il a fallu qu'il fasse ça. Alors il y a une autre scène qui est un tout petit peu maladroite. C'est une scène où le Lizardman, pas encore Lizardman, fait visiter son centre de recherche à Peter. Et à un moment, il montre une machine et il dit ah oui, cette machine, une création de ton père. Alors en fait, le principe c'est qu'on met un truc dedans et ça le diffuse en gaz et on peut affecter tout un pâté de maisons grâce à ça. Donc t'imagines, on peut diffuser un vaccin pour je sais pas trop quoi dans toute une ville sans aucun problème. Mais malheureusement, on n'a pas pu s'en servir parce que qu'est-ce qu'on fait pour les gens qui ne veulent pas être vaccinés, qu'est-ce que machin, du coup c'est une arme qui est machin. Et quand tu vois le truc, tu sais immédiatement qu'à la fin ça va être l'arme utilisée par le Lizardman pour faire son bordel, quoi. Donc c'est assez maladroit. Il y a d'autres façons d'intégrer ce genre de choses. On peut ne pas en parler. On peut ne révéler les Américains veulent toujours mâcher le travail du spectateur. Quand on se sert de quelque chose, il faut absolument qu'on explique à quoi ça sert avant. Ça peut donner du très bon. Les retours vers le futur, par exemple, sont construits entièrement comme ça. Tout ce qui va servir après dans le film est d'abord établi quelque part. Le goût de Marty pour le rock présage la scène de Johnny B. Goode à la fin. Enfin voilà, c'est un système de construction qui marche plutôt pas mal quand c'est bien fait. Là, du coup, c'est assez évident que c'est une scène d'exposition et que ça va servir plus tard. Et du coup, il y a un côté forcé qui ne passe pas du tout. Alors que si simplement on avait dit à la fin, qu'est-ce qu'il a dans la main? Et Gwen Stacy qui travaille au Scorp aurait dit ça, mais c'est un truc qui permet de répandre des vaccins et des machins. Et voilà, en une ligne, elle t'explique à quoi ça sert, et on peut la sortir à n'importe quel moment du film, y compris au moment où ça va servir seulement. Et ça fait que du coup, on voit pas le truc arriver. Là, le problème, c'est que quand on voit cette machine, on sait qu'à la fin, le Lizardman va la foutre quelque part en haut d'une tour et il va répandre un gaz, quoi. Donc c'est assez dommage à ce niveau-là. Je pense que le scénario aurait bénéficié d'une toute petite réécriture en plus pour éviter ce genre de désagrément. Et puis un petit truc sur lequel il faut juger le film, la 3D. La 3D n'est pas très bonne. Pour ma part, je trouve qu'il y a pas beaucoup d'effets, à vrai dire. C'est à se demander si même la bande-annonce n'avait pas une meilleure 3D que le film en lui-même. Je suis assez déçu à ce niveau-là parce que Mark Webb me sentait un bon mec pour gérer la 3D. Et il n'a pas du tout poussé son truc, c'est généralement plutôt plat. Je l'ai vu avec des lunettes passives. Et c'était... C'est pas un défaut de lunettes, parce que juste avant j'avais vu l'âge de glace 4, et la 3D passait bien. Et là, pour Spider-Man, ça passait beaucoup moins bien, donc c'est vraiment un problème d'élaboration de la 3D même. Je suis désolé, j'ai quelques renvois. Et donc je trouve que la 3D est assez plate, ce qui est quand même extrêmement dommage, compte tenu du petit cul d'Andrew Garfield dans son costume de Spider-Man. Ses petites fesses rebondies auraient bien bénéficié d'un effet 3D intéressant, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Donc je parle beaucoup trop. Qu'en dire? C'est un bon film, avec certaines lacunes assez énormes à certains endroits, mais vraiment isolées à certains endroits, et vraiment pas pendant toute la durée du film.
Pour le reste, les relations entre les personnages sont absolument terribles. Le scénario est assez intéressant. Les acteurs sont tous très très bons. Et la réalisation de Mark Webb est très sympa. Il a quand même réussi à trouver encore des idées un peu nouvelles pour Spider-Man, ce qui est compliqué alors qu'il y a 3 films qui ont déjà été faits avant. Il a réussi à trouver des nouvelles idées, des nouveaux plans qui sont intéressants, des images assez fortes. Et donc ouais, The Amazing Spider-Man est un bon film. Est-ce qu'il est meilleur que les anciens? Probablement, parce que j'étais pas un gros fan des anciens films, et je suis beaucoup plus enclin à aimer celui-ci. Donc je pense que c'est quand même un bon travail pour Mark Webb, et j'attends les 2 prochains. Je suis pas ultra emballé. Je sais pas si je le reverrai beaucoup, mais c'était définitivement un bon film. Voilà, bah écoutez, amusez-vous bien, allez voir des films. Ciao!